pas prête à subir une crise comme celle du coronavirus. Et malheureusement, les commissions d'enquête le montreront, il y a eu à la fois beaucoup de mensonges, contresens, qui nous ont fait perdre beaucoup de temps et peut-être aussi beaucoup d'énergie. Cependant, l'état d'esprit qui était le nôtre pendant toute cette crise a été le même. Nous avons cherché non pas à accuser, à accabler un gouvernement qui était déjà, mais à chercher au contraire, à chaque fois qu'il était possible, à rendre la situation moins insupportable. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà des alertes sanitaires que nous avons prononcées au fur et à mesure, nous avons aussi arrêté très tôt sur les conséquences économiques et sociales de cette crise. Nous avons cherché à être solidaires, même si ça n'était pas toujours facile, mais cherché à montrer que dans l'épreuve, nous pouvions être de ceux sur lesquels la France peut compter. Nous avons donc alerté et nous alertons encore aujourd'hui sur les conséquences d'une crise que chacun pressent comme terrible. Les chiffres que donnent les instituts les uns après les autres, ce matin la Banque de France, font état d'une situation que nous n'avons pas connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Et l'évidence, c'est que, encore une fois, le gouvernement agit par petites touches, et certainement trop tard et trop peu. On voit un gouvernement qui agit de manière très impressionniste. Ici, un plan pour l'automobile, aujourd'hui un plan pour l'aéronautique, mais aucune vision d'ensemble. Et ce que Boris, Valérie, Patrick vont vous présenter dans quelques instants, c'est le travail commun des groupes parlementaires et du Parti socialiste pour justement interpeller le gouvernement sur la nécessité d'aller très vite. On ne peut pas attendre en septembre. La réalité, c'est que c'est maintenant que les emplois se perdent, c'est maintenant que les faillites se consomment, et c'est maintenant que les licenciements interviennent. Et donc, cette urgence, eh bien, nous avons voulu la prendre en considération et le faire de manière très crédible, sérieuse. Il ne s'agit pas simplement de lancer quelques grandes et belles idées sur le jour d'après. Le jour d'après viendra, mais pour l'instant, avant d'arriver au jour d'après, il y a demain matin. Et qu'est-ce qu'on fait demain matin? Qu'est-ce qu'on fait pour que celles et ceux qui vont subir les foudres de la crise les subissent le moins possible? Comment est-ce qu'on fait pour interrompre des cycles qui sont des cycles terribles? Et donc le plan de ce matin est un plan qui n'est pas le plan sur la France idéale, sur le débat qui interviendra vraisemblablement au moment de l'élection présidentielle, mais sur qu'est-ce qu'on fait maintenant, tout de suite, pour que la crise ne soit pas un gouffre. Voilà, donc un état d'esprit est le même, inchangé, aider notre pays à être résilient, lui permettre un rebond. Et donc je laisse immédiatement la parole à mes collègues qui vont présenter ce travail collectif qui a un immense mérite, celui aussi d'être financé. Ils y reviendront eux-mêmes, mais l'idée n'était pas effectivement de lancer de grandes idées, mais d'arriver non seulement à avoir de belles idées, mais qui est un fil rouge, un fil directeur, un fil conducteur qui soit à la fois capable de nous tirer de l'impasse dans laquelle nous sommes, et en même temps de commencer à orienter les choses sur une vision d'avenir. Ce qui nous fait dire que le fil rouge, c'est un fil qui permet à la fois de préserver l'emploi, de faire en sorte de garantir le pouvoir de vivre, et en même temps de tirer vers une vision qui est celle de la lutte contre le changement climatique, et donc d'avoir aussi une transition qui s'opère au moment où nous combattons contre les conséquences du Covid-19. Merci. Boris. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous détailler un petit peu ce plan et l'esprit qui a présidé à sa préparation, on considère que dans le moment de crise que nous vivons, il y a trois moments. Il y a celui de la sauvegarde de notre économie, c'était le moment du déconfinement avec les mesures d'urgence qui ont été prises par le gouvernement et que nous avons nourri des propositions formulées à l'Assemblée et au Sénat. Il y a le moment du rebond, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et il y a le moment de la réorientation de notre modèle de société, de notre façon de produire, de consommer. Et donc le plan que nous proposons, c'est un plan de rebond pour ici et pour maintenant, parce que nous considérons, et les études
malheureusement, les unes après les autres le confirment, que plus la mobilisation pour accompagner ce rebond sera tardive, plus la facture et la fracture sera profonde, fracture sociale, fracture écologique et puis fracture financière pour l'État, pour les collectivités locales, comme pour les Françaises et les Français, évidemment les entreprises. Et donc il faut agir maintenant. Il n'est pas possible de différer. Donc nous versons un certain nombre de propositions au débat, avec un appel à toutes celles et à tous ceux qui réfléchissent en disant il y a une crise d'une ampleur sans précédent qui impose une réponse sans précédent. L'État a déjà beaucoup dépensé, il va falloir encore beaucoup dépenser pour sauver ce qui doit l'être. Le premier axe, c'est de s'adresser aux premières victimes de cette crise et de leur adresser un message de solidarité en actes. Très concrètement, la défense de l'emploi est une exigence dont on ne doit pas se débattre. C'est la raison pour laquelle nous formulons un certain nombre de propositions, à la fois pour maintenir dans l'emploi ceux qui y sont, par le maintien d'un dispositif amélioré de chômage partiel, fondé sur une réduction du temps de travail dans l'entreprise négociée, sur la possibilité de cumuler cet emploi partiel avec des dispositifs de formation pour préparer l'avenir, pour rester dans l'emploi, pour améliorer la capacité de rebond des entreprises. Nous avons également besoin d'aider les insertions, enfin les organismes d'insertion par l'activité économique, et je pense notamment à la demande que nous formulons depuis plusieurs mois d'élargir l'expérimentation du territoire zéro chômeur, non pas à 10, mais à 100 territoires. Il y a besoin de ce dispositif, il y a besoin de réarmer le service public de l'emploi, qui a déjà fort à faire et qui aura dans les mois à venir fort à faire. Rappelez-vous que le gouvernement a d'abord supprimé des emplois à Pôle emploi et puis on a recréé dans des fonctions de contrôle. Nous pensons qu'il faut recréer des fonctions d'accompagnement dans le service public de l'emploi. Et puis nous proposons non seulement de réformer, de suspendre la réforme de l'assurance chômage telle qu'elle a été décidée par le gouvernement, mais il faut également que s'engage très vite entre les partenaires sociaux une nouvelle négociation pour avoir une assurance chômage qui répond aux enjeux du moment. L'enjeu du moment, c'est faciliter l'entrée dans l'assurance chômage, dans le chômage indemnisé. C'est la possibilité de recharger les droits plus facilement que le gouvernement en a décidé ces derniers mois. C'est prolonger le droit au chômage des chômeurs de longue durée. Et puis, c'est accueillir, beaucoup mieux que le gouvernement prétend l'avoir fait, les indépendants dans le dispositif. Songez que dans l'année qui s'est écoulée, le gouvernement a en moyenne, prétendant pourtant à l'universalisation de l'assurance chômage, accueilli 50 indépendants par mois dans le dispositif. C'est moins d'un par département. Il va falloir évidemment massifier tout cela. Donc première chose, le maintien dans l'emploi, l'accès à l'emploi et une assurance chômage qui sécurise. Évidemment, dans ce paysage, il y a la question des jeunes. Et nous considérons, à l'instar de ce que disait Mendes France, qu'il faut penser la jeunesse toujours pour construire en fonction du futur. Et donc nous proposons un certain nombre de dispositifs pour faciliter l'accès des jeunes à l'emploi et à la formation, pour raccrocher durant l'été, pour celles et ceux des élèves et des étudiants qui ont décroché, et en dépit des délégations du ministre, le décrochage a été important. Et nous avons aussi la proposition de booster l'engagement des jeunes, notamment via le service civique, proposant par ailleurs que soit retiré le projet de SNU qui n'a pas de sens et dont le coût est exorbitant. L'emploi des jeunes, et puis il y a ceux qui demeureront dans la précarité. Vous savez, souvent, les plus modestes, les plus précaires sont les premiers à être touchés par la crise et sont les derniers à bénéficier de la reprise. Et cela, ils avaient été oubliés, d'ailleurs, par le gouvernement dans les premières mesures qu'il avait prises, puisqu'il n'avait considéré que ceux qui étaient dans l'emploi à travers le chômage partiel. Il a fallu des interpellations, des associations, des groupes parlementaires, des partis politiques, comme les nôtres, pour qu'il y ait un commencement de prise en compte de la question sociale. Et nous considérons que la pauvreté n'est pas un avenir et qu'on peut se mobiliser à travers la mise en œuvre du revenu de base. Je vous rappelle que maintenant, on voit des conversions, tant mieux si elles sont sincères, bien que tardives, d'un certain nombre de gens en faveur de ce revenu de base qui est dégressif avec le revenu d'activité, mais qui permet de raccrocher un certain nombre de gens, de faciliter le retour à l'emploi. 19 départements de gauche avaient proposé, et nous n'en étions fait
les interprètes ici à l'Assemblée nationale et au Sénat, d'expérimenter ces revenus de base. Eh bien, nous disons, nous sommes prêts, allons-y, et nous proposons des modes de financement. De la même manière, il faut des mesures pour lutter contre la précarité alimentaire, contre le logement indigne. Il faut également limiter les frais bancaires qui frappent les plus fragiles. Et puis nous revenons sur une mesure qui nous paraissait de bon sens, qui n'a pas eu d'écho, qui est la gratuité des masques pour tous. Premier axe, aux premières victimes de la solidarité nationale. Et donc, en ces termes-là, évidemment, il y a la question de ceux qui ont été les premiers de trancher et qui attendent une reconnaissance en acte. C'est pour ça que nous avons entendu des discours sur la hiérarchie des valeurs, sur l'utilité sociale, sur les politiques de rémunération, dans la fonction publique, hospitalière, mais pas que. Et évidemment, parmi celles et ceux qui, caissiers, éboueurs, ont été, là aussi, parmi ceux qui ont fait tenir le pays. Donc nous demandons à ce que cette question, à travers une conférence qui doit réunir les partenaires sociaux, soit posée pour que puissent être envisagées des politiques de rémunération qui tirent les conséquences de ce que les Françaises et les Français ont dit. Évidemment, il y a la priorité de l'hôpital et de la perte d'autonomie, des EHPAD et des services d'aide à domicile. Nous avions formulé en octobre dernier des propositions, elles demeurent d'actualité, nous les reformulons. Plus de moyens pour l'hôpital, pour les rémunérations, pour les effectifs, pour le nombre de soignants au pied du malade, au lit du malade, donc on a une question évidemment de lit, d'investissement enfin. Nous proposons de relancer sur un certain nombre de secteurs dont on a vu qu'ils étaient essentiels à la vie de la nation, les métiers du lien, les métiers de la proximité. Nous proposons de renouer, notamment s'agissant des associations qui nous ont formulé la demande depuis des mois, avec les employés, selon des modalités d'ailleurs que le secteur associatif lui-même a déterminées et que nous reprenons à notre compte. Enfin, vous l'avez également entendu, le Sénat et l'Assemblée nationale proposent la création d'un fonds d'indemnisation des victimes du Covid-19. Premier axe, les premières victimes de la crise. Le deuxième axe consiste à faire le constat que dans cette crise et dans l'avenir que nous devons dessiner, les territoires sont en première ligne. D'ailleurs, nous avons observé que beaucoup de collectivités avaient été plus réactives dans la commande de masques, par exemple, que l'État lui-même. Les collectivités locales, parfois fournissant au service de l'État ces masques. Et donc, nous pensons que dans le rebond, dans ce que nous devons confier de responsabilité aux collectivités locales, nous devons préfigurer un acte 3 de la décentralisation. C'est l'histoire de la gauche, la décentralisation, dans l'unité républicaine. Eh bien, nous devons faire des collectivités locales les chefs d'orchestre du redressement économique et de la transition écologique. D'abord en desserrant l'étau qui s'est noué autour de la gorge de ces collectivités par cette crise. Et donc nous proposons un certain nombre de mesures budgétaires, financières, de soutien aux collectivités. Nous proposons ensuite, parce qu'elles sont dans la proximité, parce qu'elles connaissent les territoires, qu'elles connaissent le tissu économique, qu'elles connaissent les projets, nous proposons de lancer un appel à projet résilience et reconstruction écologique de 50 milliards d'euros. Les collectivités locales sont les plus capables, les plus réactives pour mettre en œuvre des projets de mobilité douce, des projets d'urbanisme responsable, de développement des énergies renouvelables. Vous avez une liste de possibles et des collectivités locales disposées à y répondre. Évidemment, la question des marchés publics et de la commande publique est très importante. C'est la raison pour laquelle utiliser toutes les prérogatives, quitte à modifier le code du marché public pour cela, pour faire de la commande locale, organiser de la circularité, nous paraît très important. Il y a des investissements importants qui sont prêts. Je pense à la question de la gestion durable de l'eau, et nous formulons des propositions pour qu'il y ait une accélération de ces travaux. Nous proposons également, parce que vous le mesurez bien, sur un certain nombre de secteurs, on a besoin d'aider les ménages à retrouver le chemin de la culture, des loisirs, de l'hôtellerie, de la restauration. Le droit aux vacances proclamé dans la loi en 1997 n'a cessé de reculer. Eh bien, nous proposons de créer un chèque rebond local de 300 à 700 euros pour une relance économique circulaire, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de flécher les publics et de flécher les commerces dans lesquels pourrait être utilisé cela. Je ne détaille pas, il y a des projets d'accompagnement de projets citoyens de production d'énergie renouvelable, proposons de soutenir l'économie sociale et solidaire, et puis on pense qu'il est possible de vivre mieux maintenant. C'est pour ça que nous allons redéposer notre proposition
de prime climat et de lutte contre la précarité énergétique. Nous l'avions déposée et débattue ici à la fin de l'année dernière. Elle avait eu un succès d'estime auprès de la majorité, qui lui trouvait sans doute le défaut de ne pas être son projet. Mais c'est le constat qu'il faut changer d'échelle, massifier, que nous avons une décennie perdue qui nous contraint à faire 2 fois plus d'efforts aujourd'hui que ceux que nous aurions eu à accomplir il y a 10 ans. Et c'est un principe qui est simple, c'est un seul dispositif, un accompagnement renforcé et zéro charge au moment des travaux, zéro coût au moment des travaux et un remboursement différé sur la partie qui n'est pas subventionnée au moment de la mutation. C'est un levier considérable, c'est de la visibilité pour le secteur, c'est évidemment la possibilité de sortir en 10 ans 12 millions de Françaises et de Français de cette précarité énergétique. Formulons des propositions pour créer une TVA circulaire, pour donner une seconde vie aux produits. Nous proposons de mettre l'accent sur l'agroécologie pour une alimentation saine, durable et souveraine. Et les Français, dans la crise, ont éprouvé ce besoin. Il y a eu une demande extrêmement forte. Proposons de développer les mobilités durables, et je vous renverrai au plan sur le détail, à la fois sur le véhicule électrique, sur les déplacements doux, sur le train de nuit, le fret, avec un certain nombre de propositions très concrètes que nous formulons. Puis nous proposons d'investir massivement dans la recherche. Vous avez bien mesuré, là aussi, dans la crise, le lien patent entre l'effort de recherche que nous accomplissons et notre capacité à affronter les grands défis qui nous font face. Enfin, les entreprises. Les entreprises, il faut les sauver pendant la période du confinement. Il faut les sauver dans la période du déconfinement. Et pour cela, il faut au premier chef aider les petites et les moyennes entreprises. Aux petites entreprises, les grands moyens. Et nous proposons un certain nombre de mesures de sauvetage et d'accompagnement, notamment s'agissant de la trésorerie, extrêmement précis pour que ces entreprises puissent affronter l'avenir et rebondir. Il y aura sans doute des défaillances, c'est pour ça que nous proposons aussi des mesures pour faciliter la reprise d'entreprises. Et puis, ce sont des sujets sur lesquels nous avons déjà travaillé. Nous voulons que cette crise et ce rebond soient l'occasion d'inaugurer un nouvel esprit d'entreprise. D'abord, un nouvel esprit d'entreprise en conditionnant les aides. Nous l'avons dit, nous l'avons exigé dans la crise, on ne peut pas accorder des moyens aux entreprises sans contrepartie. Comment aider une entreprise qui ne paye pas ses impôts parce qu'elle paye ses impôts dans des paradis fiscaux? Comment aider une entreprise qui, au moment où elle réduit ses effectifs, distribue des dividendes ou distribue des rémunérations excessives à ses grands patrons, ne prend pas d'engagement en termes de relocalisation d'activité, de tournant, de conversion écologique de son modèle productif? Et donc, on inaugure cette conditionnalité extrêmement exigeante. On propose aussi de protéger notre base industrielle française. On avait formulé des propositions. Vous savez bien qu'avec les chutes des valeurs boursières, la prédation, évidemment, est extrêmement forte. Et donc, on a besoin de consolider cette base industrielle. On aura besoin aussi, sans doute, de recapitaliser les entreprises. Et on veut un fonds de recapitalisation qui soit très important parce que, évidemment, ce sera la seule façon de sauver un certain nombre de fleurons industriels et puis aussi de se donner l'occasion de ce tournant que nous souhaitons engager. Puis le nouvel esprit d'entreprise, c'est la codétermination à la française avec la participation des administrateurs salariés dans les conseils d'administration. Nous avions formulé des propositions, le gouvernement ne les a pas reprises. C'est limiter les rémunérations excessives. Songez, par exemple, à la possibilité que, et c'est la proposition que nous faisons, au-delà d'un écart de 1 à 12, de dire, écoutez, non, il n'y a pas de raison que cette masse salariale excessive soit déductible de l'assiette de l'IS. C'est aussi un label public RSE pour, dans le maquis de ceux qui existent, donner de la visibilité et faire de la responsabilité sociale, la responsabilité environnementale des déterminants de la compétitivité des entreprises. Et puis enfin, des réponses sectorielles. Nous proposons des mesures pour le secteur du bâtiment et du logement. Nous proposons des mesures, comme nous l'avions déjà fait avec un plan de 34 propositions pour le tourisme. Nous proposons des mesures pour la santé, notamment des nationalisations qui ont été demandées par Christine Pires-Beaune, s'agissant de Luxfer et de Famar, pardon. Et pourquoi pas? On verra comment se passe la question de l'accès au vaccin et au traitement contre le Covid, mais d'autres entreprises, y compris très grandes, qui ne joueraient pas le jeu en la matière. Et puis, il y a des secteurs qui nous sont essentiels, qui sont économiques et qui créent du lien. C'est la question des associations, c'est la question du secteur sportif, du sport professionnel, mais aussi du sport amateur, et puis de la culture qui mérite qu'on accompagne avec beaucoup de volontarisme ce rebond. Vous l'avez compris, c'est soit un rebond économique, écologique
et social, qui ne souffre pas de délai, qui est chiffré parce que c'est un plan d'environ 130 milliards d'euros, qui est financé par une mise à contribution des plus fortunés, ce qui est dans notre ADN et ce qui est notre exigence, mais aussi à travers d'autres réformes fiscales, et puis à travers la proposition que nous formulons de lancer un grand emprunt national auprès des Français pour préparer la République d'avenir, la France de demain. On a une dette qui est essentiellement détenue par l'étranger, et les Français ont de l'épargne, ont le désir que leur pays change et être acteurs de ce redressement. Eh bien, nous y voyons là une occasion de le faire. Nous avons dans toutes nos propositions regardé ce qui avait été fait en 2008 pour que ce rebond ne soit pas gris, mais soit vert, et c'est l'exigence qui a traversé chacune de nos propositions. Voilà, pardon, j'ai été trop long. Voilà, un sénateur face à 3 députés, donc on va essayer de tenir la part, mais c'est la règle du jeu ici. Quel sénateur, merci, M. le Votcateur, député par ailleurs. Quelques mots. Tout d'abord, me féliciter devant Olivier Faure, devant Valérie Rabault, devant Boris Vallaud, du fait que nous avons pu contribuer en tant que Sénat, groupe socialiste et républicain au Sénat, à l'élaboration de ce document qui est, vous l'aurez compris, vous l'avez maintenant, ça rentre vous dans les mains, un document global, cohérent, qui insiste sur la notion de justice sociale, de justice fiscale, de justice environnementale, des mots qui ont un sens aujourd'hui. Je pense que les Français nous demandent finalement, et notamment ceux qui ont le plus subi la crise, soit sur le plan sanitaire, soit sur le plan économique actuellement et à venir. Je pense aux probables millions de chômeurs que nous connaîtrons dans les mois d'ici à la fin de l'année 2020, chômeurs de longue durée, et ils nous demandent une intervention forte des pouvoirs publics, de l'État au sens le plus noble du terme. Dans ce cadre, le constat que nous faisons, c'est que Emmanuel Macron a déjà plusieurs fois évoqué cette phrase, non pas dans sa bouche, mais qui résume tout, « Je vous ai compris ». Il nous avait compris en juillet 2018 lors de son du congrès de Versailles, où il avait reconnu une forme de « allez, je vais trop vite, je vais trop fort, il est temps de poser les choses ». C'était en juillet 2018. Je vous ai compris avec la crise des Gilets jaunes et les mesures sociales d'urgence en décembre 2018, décembre 2018, c'est bien ça, décembre 2018. Et dans la suite, le grand débat, et je vous mets au défi de me dire aujourd'hui qu'est-ce que vous avez vraiment retenu en termes de conclusion du grand débat, qui a coûté quelques millions d'euros au pays, qui a mobilisé beaucoup d'énergie, de bonnes énergies, mais qui aboutit finalement à une souris face à la montagne des problèmes de notre pays. Et là, maintenant, c'est je vous ai compris après cette crise sanitaire. Je dis après parce qu'on le sent bien, voilà, la pandémie, et je le souhaite potentiellement, le Conseil scientifique a encore confirmé que les élections pouvaient se tenir le 20 juin prochain. Hier soir, on espère tous que cette pandémie est maintenant largement derrière nous. Je vous ai compris avec là l'utilisation d'une expression très belle, les jours heureux, issus du Conseil national de la résistance. Les jours heureux, ça a été utilisé plusieurs fois par Emmanuel Macron dans différents discours, il n'est pas de Gaulle qui veut. Ce coronavirus n'a quand même pas grand-chose à voir avec l'invasion nazie en 1939. Je pense que les outils ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais il est vrai, ça a été rappelé par Olivier Faure, que nous n'avons jamais connu une telle crise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le plan économique et social et sur le plan sanitaire. Dans ce cadre, quelle réponse? Il y a les réponses parcellaires, le ruissellement de la dette, aujourd'hui, sûrement nécessaire, et nous avons voulu montrer, avec Valérie Rabault et Boris Vallaud, nous avons voulu montrer qu'il y a des solutions plus cohérentes, plus structurées, et qui représentent une alternative. Le projet politique que nous vous présentons aujourd'hui est une alternative aux réponses parcellaires qui ont été apportées par le gouvernement dans l'urgence. Nous ne critiquons pas l'esprit d'urgence, il fallait agir vite, et nous avons tenu la barre dans les deux groupes,
en sachant voter ce qu'il fallait voter, en sachant contribuer au débat dans des conditions parfois, permettez-moi, d'équilibristes dans le travail parlementaire. Donc nous avons fait notre job. Mais là, nous voulons poser les choses, nous voulons marquer les choses au travers de ce document qui est sûrement un des documents les plus importants de cette législature pour ce qui nous concerne. Et encore une fois, on peut se féliciter d'apporter aux Français une réponse socialiste. Je pèse mes mots, une réponse socialiste face aux craintes dans l'avenir de nos concitoyens. Donc la question maintenant est bien sûr quelle réponse nous sera apportée. Et là, je ne vous cache pas que nous sommes un peu inquiets. Je prendrai deux exemples sénatoriaux. Nous avons présenté une proposition de loi sur le plafonnement des frais bancaires il y a deux semaines maintenant au Sénat. La droite nous a accompagnés sur ce sujet, en modifiant un peu le texte, mais nous a accompagnés. C'est la ministre Pannier-Runacher qui s'est opposée systématiquement à ce texte. Donc, on peut estimer que malheureusement, ce texte voté au Sénat a peu de chance de prospérer à l'Assemblée nationale. Et puis, la semaine dernière, nous avons voulu un débat au travers d'une proposition de résolution sur la création d'un impôt de solidarité sur le capital, en disant que quelle que soit la rentabilité d'une telle contribution des plus aisés de nos concitoyens, 3 milliards, 3 milliards et demi, 4 milliards, j'ai envie de dire, les chiffres sont modestes par rapport à l'ampleur des besoins dans notre pays aujourd'hui, mais la contribution des plus aisés constitue manifestement une réponse en termes symboliques, diront certains, mais surtout en termes de répartition de l'effort sur la fameuse base de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Chacun doit contribuer à hauteur de ses moyens. Eh bien, il y a des Français qui, depuis 2017, ont vu très largement leur situation s'améliorer. Ils sont quelques milliers dans notre pays. Eh bien, je pense que ce sont les premiers à devoir contribuer à l'effort collectif que le pays s'apprête à donner en faveur de ses plus défavorisés. Donc, cette solidarité, nous l'impactons aussi dans les propositions de ressources par rapport à ce projet politique, encore une fois, que nous portons à votre connaissance. Un dernier mot, peut-être, sur des sujets qui me touchent plus particulièrement. Les mesures en direction du secteur associatif sont très importantes. Le lien social, le tissu social est un amortisseur de crise. Ce tissu associatif a été lourdement impacté par les mesures, notamment la disparition progressive des emplois aidés. Donc c'est bien que nous leur donnions un bouffée d'oxygène au travers de ce plan pour pouvoir faire face à cette crise. Les centres sociaux, les organismes culturels, de quartier, dans le cadre de la politique de la ville qui aujourd'hui est au point mort, ce sont des sujets importants. Bien sûr la jeunesse aussi, le SNU, le gadget du gouvernement, un coût de milliards d'euros. Le SNU est une réponse peut-être en période de grande croissance et tout va bien, embrassons-nous Folleville, mais là, non. Il faut des jeunes qui soient sur le terrain et le service civique est une réponse que nous avons portée dans le quinquennat précédent qu'il faut développer. Donc, réorientons les crédits du SNU vers le service civique, ce sera beaucoup plus utile. Et un dernier mot, parce que là, ça me touche là aussi de manière un peu épidermique, c'est l'arrêt des championnats de sport. Je vous le dis, j'ai écrit à la ministre, il n'y a toujours pas de réponse. Il ne fallait pas arrêter les championnats dans notre pays. Ce n'est pas uniquement une question sportive, ce sont des milliers d'emplois qui sont en jeu aujourd'hui et une crise inédite dans les clubs. Et je le dis très simplement, puisque le Premier ministre a reconfirmé sa position du 28 avril devant l'Assemblée nationale, au détour d'une phrase, il a dit « les championnats s'arrêteront ». Ils n'ont pas été suspendus, ils s'arrêteront. Il l'a répété il y a quelques jours, je vous le dis, j'adore regarder les matchs de la Bundesliga à la télé, je préférerais voir des matchs français. Quand le Premier ministre dit que cette décision n'a été prise qu'à la demande des fédérations et des ligues, cela est faux. Cela est faux. C'est le gouvernement qui a décidé de manière brutale, centralisée, sans concertation, d'arrêter les championnats. Les ligues et les fédérations se sont pliées à cette décision autoritaire, mais elles avaient préparé des protocoles sanitaires qui, sûrement aujourd'hui, considérant l'évolution de la pandémie,
qui nous permettrait d'avoir à nouveau des matchs peut-être à huis clos, mais des matchs de basket, de handball, de foot naturellement. Je le regrette parce que moi qui étais ancien ministre des Sports, je ne le rappelle pas tout le temps, mais le soft power lié à la puissance sportive d'une nation est un élément important. Et là, nous perdons, nous qui avons organisé les JO en 2024, nous perdons beaucoup de crédibilité par rapport aux pays étrangers. Et je remercie Boris d'avoir intégré une partie sportive dans son plan, parce que, encore une fois, il y a la partie sportive, il y a aussi tout le symbole que représente le lien social au travers du sport. Donc vous avez un très bon document politique dans les mains, mesdames et messieurs les journalistes. Un petit mot en conclusion, mais pour vous donner mon sentiment sur ce plan. Et je remercie vraiment Boris parce que vous savez très bien que quand on construit un plan, il y a beaucoup d'idées qui émergent et ce qui compte, c'est d'avoir un bon chef d'orchestre. Parce que sinon, c'est la cacophonie. Donc ce plan, c'est le contraire un peu de ce que fait le gouvernement, qui fait plein de petits plans sectoriels, c'est-à-dire un patchwork. Mais ce qu'il faut, c'est avoir une architecture dorsale hyper sérieuse, parce que sinon, ça vous conduit à dépenser de l'argent public qui n'a pas d'effet levier. Et là, vraiment, le souci qui a été, avec l'ensemble des secrétaires nationaux du Parti socialiste et des sénateurs, c'est de dire il faut qu'à chaque fois, 1 euro investi ait un vrai effet de levier. Il y a 2 chiffres qui sont tombés la semaine dernière, alors je sais qu'ils ne parlent pas forcément dans l'opinion publique, mais 11% de baisse du produit intérieur brut du pays. Ça veut dire que la valeur ajoutée de notre pays en 2020 sera inférieure de 250 milliards d'euros à celle de 2019. 250 milliards d'euros, c'est monstrueux. C'est un montant que aucun sur cette tribune n'avons jamais vu de notre vie. C'est monstrueux, une chute de 250 milliards d'euros du PIB. On l'a, aucun responsable politique aujourd'hui en responsabilité n'a eu à l'expérimenter. Et donc, bâtir une solution face à ça nécessite d'avoir une architecture. On ne peut pas avoir des plans que nous soutenons, hein, on ne va pas se mentir, le plan aéronautique, mais ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas une architecture sérieuse. Et c'est là-dessus que nous avons interrogé le gouvernement. Et le plan avec 45 propositions, un plan de financement, 130 milliards d'euros, c'est une réponse construite avec une architecture. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, l'Eurostat, l'Institut européen des statistiques, a publié jeudi dernier une information qui m'a vraiment scotché, qui est de dire sur les 27 pays de l'Union européenne, la France est celui dont le commerce de détail a le plus chuté depuis le début du mois de mars. Moins 30%. Ce qui signifie que quand on a une économie qui repose à 60% sur la consommation pour créer la valeur ajoutée du pays, si on fait l'impasse sur le soutien à ce commerce de détail, au tourisme, comme l'a dit Boris, avec un chèque vacances, si on fait l'impasse là-dessus, vous aurez beau faire tous les plans sectoriels que vous voulez, l'économie ne redémarrera pas, ou en tout cas elle redémarrera très lentement. Ce volet-là de soutien véritablement, on l'avait mis dès le départ avec Christine Pires-Beaune dans les premiers projets de loi de finances, de dire il faut soutenir la consommation. Il y a des Français qui épargnent, mais il y en a d'autres qui ne consomment pas parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ce point-là, il est absent de toutes les mesures gouvernementales. Vous pouvez chercher, à ce stade, vous ne les trouverez pas. Et donc, avoir un volet tout, je prends l'exemple du tourisme, je ne sais plus la proposition numéro, parce qu'elles ont changé, comme évidemment le chef d'orchestre les réorganise, elles ont changé, c'est la 41, ou la prime pour le climat. Moi, je suis une grande fan de cette prime pour le climat, qui a été validée par l'ensemble des acteurs du logement, qui est de dire une prime pour le climat. Vous faites, aujourd'hui, les ménages ont des subventions via le crédit d'impôt, je ne sais jamais comment il s'appelle, enfin le crédit d'impôt énergétique, transition énergétique, le CITE, pardon. Mais si vous recevez 30% du montant de la facture et que vous ne pouvez pas payer les 70%, mais vous ne faites rien. Et donc, cette prime pour le climat, c'est un mécanisme intelligent qui dit, selon les revenus des personnes, vous recevez 30, 20, 30, 40% de subvention. Le reste, c'est un prêt que vous remboursez en 15, 20 ans, avec les économies d'énergie que vous faites. On sait très bien que les économies permises sur les passoires thermiques, ça peut représenter jusqu'à 500 euros par an.
Donc ça vous permet de rembourser. C'est vraiment un accélérateur extrêmement puissant. Et encore une fois, ça a un triple avantage. C'est un avantage économique, vous faites travailler le bâtiment. Un avantage social, vous baissez la facture énergétique des ménages qui, en général, ce sont les plus pauvres qui habitent dans les habitations les plus dégradées. Et un avantage écologique, parce que vous faites baisser les émissions de CO2, tout simplement parce que quand vous mettez du chauffage, il ne part pas à l'extérieur. Franchement, ça, c'est vraiment un outil ultra puissant. Je ne comprends pas que le gouvernement s'en empare pas. Alors que toutes les fédérations du bâtiment ont dit oui. Là, je ne vais pas parler pour elles, c'est toujours délicat de parler pour les autres, mais enfin bon, on peut quand même le dire entre nous là. Je sais que la Caisse des dépôts était aussi partante. Enfin voilà, là il y a un véritable outil qui est un plan de financement qui est mis sur la table, qui est construit. La majorité l'a déjà refusé. Vous avez fait des amendements bidons pour tenter de nous dire que je ne sais pas quoi. Donc voilà, là maintenant, quand on veut l'unité nationale, il faut aussi savoir reconnaître les bonnes idées. Celle-ci, elle est travaillée avec l'ensemble des acteurs du bâtiment et elle peut être mise en œuvre, elle est clé en main. Donc il n'y a pas à attendre. Ça, je vous cite 2 exemples qui sont dans le plan, mais qui sont extrêmement importants pour avoir cet effet qui joue à la fois sur la consommation, une consommation saine, une consommation écologique et une consommation locale. Il n'y a pas plus gagnant-gagnant. Voilà. Je ne sais pas si on reste encore de temps, mais enfin, vous avez des questions à nous poser et on est là pour y répondre. C'est quoi une TVA circulaire? Oui, alors, peut-être là il y a un problème de titre, je vais le signaler juste au passage. C'est vrai que ça donne l'impression qu'on crée une TVA supplémentaire, c'est l'inverse. En fait, on réduit la TVA sur tout ce qui est activité circulaire. Au lieu de la payer 2 fois. Nous avions proposé une TVA, déjà, hein, dans la loi économie circulaire, on avait proposé une TVA réduite pour tout ce qui était matériaux de réemploi, matériel d'occasion, pour augmenter réparation, pour augmenter la pièce détachée, pardon, pour augmenter la durabilité de tous les équipements qu'on a finalement pris l'habitude de mettre à la poubelle plutôt que de réparer. Et donc, évidemment, le fait d'avoir une TVA à un taux ordinaire sur les réparations au même titre que sur le neuf n'a pas de sens. Et donc, quand on dit qu'on baisse la TVA, eh bien, ça organise une circularité Oui, c'est pas une création, c'est bien une baisse. C'est une baisse. D'accord. Le plan 27. Non. L'idée de créer des droits, un fonds de garantie pour les personnes atteintes de Covid, oui, prendre l'indemnisation pour la 17. Voilà. Ça s'adresse à qui? Alors, il y aura une conférence de presse demain, hein, si je ne me trompe pas, de Christian Hutin. On peut le faire ensemble? C'est ensemble, mais nous avons une PPL qui passe le 25 juin au Sénat, mais dire, les 2 groupes travaillent dans la même longueur d'onde, avec nous une petite longueur d'avance, si vous me permettez l'expression, puisque notre PPL passe en niche le 25 juin. Mais on est dans la même philosophie. Voilà, donc c'est présenté alors, ici à l'Assemblée nationale, c'est Christian Hutin et Régis Joannico, qui sont chevaliers de cela. La question qui nous est posée, c'est celle de la reconnaissance de la Covid comme une maladie professionnelle. Et les conséquences qu'emporte le fait d'avoir été affecté par cette maladie, pour ceux qui l'ont été, et pour leurs ayants droit. Et donc c'est un système qui est inspiré, en partie, hein, pas complètement, de ce qui avait été fait pour l'amiante. Et Christian Hutin, vous le savez, est très impliqué depuis longtemps dans cette question de l'indemnisation des victimes de l'amiante. Et donc dans une forme de réflexion symétrique, on avait aussi porté, d'autres occasions, un fonds d'indemnisation des victimes de produits phyto. Bien l'esprit est le même. Voilà. Mais Patrick, peut-être. Mais c'est l'amiante plus. D'un côté, ça s'adressera à qui? Alors, et de l'autre côté, le financement viendra à qui? on ne va pas dévoiler. D'accord. Oui. En fait, c'est sur le mode du fonds amiante qui donc là indemnise les victimes professionnelles. Ouais. Mais cette maladie, ce virus, il est inconnu aujourd'hui. Donc on sait que certaines personnes vont avoir des séquelles. Et donc il y a une extension par rapport à ça. Mais tout vous sera donné demain.
pour faire un peu de teasing, à la fois sur les modalités. Donc c'est le fonds amiante plus, c'est-à-dire avec vraiment une extension à toutes celles et tous ceux qui peuvent avoir des séquelles qu'on ne connaît pas aujourd'hui, parce que franchement on est confronté à un coronavirus qui peut nous révéler encore des surprises. Et donc c'est vraiment d'avoir, de prendre en compte des victimes qui peuvent avoir des séquelles après coup, et qui ne sont pas forcément des victimes professionnelles. Mais venez demain à 10h, 11h, merci Martin, vous saurez tout. Le financement, les personnes visées, voilà. Et 25 juin, venez au Sénat, vous aurez vous aurez la PPR et, et on se tire la bourre, c'est normal, c'est une bonne idée. Voilà, est-ce qu'encore... C'est la vraie cordée. Oui. On achève parce que d'autres viennent après nous. Donc, est-ce qu'il y a encore des interrogations? Juste un dernier mot quand même, parce que ce qui a été dit par les uns et par d'autres est très important évidemment, mais nous vivons une crise qui est une crise qui à bien des égards est plus pernicieuse que nous n'imaginions. Quand on parle de la comparaison avec la reconstruction après-guerre, on avait une reconstruction qui se voyait, il y avait une destruction du pays qui permettait de comprendre quelle était l'ampleur du phénomène. Ce que viennent de rappeler Valérie, Patrick, Boris, est en réalité beaucoup plus insidieux, parce que la réalité c'est que vous allez dans les rues, vous ne voyez pas de déconstruction. Et pourtant, dans un pays qui est à reconstruire, parce qu'il y a aujourd'hui des millions de femmes et d'hommes qui sont en train de souffrir, et y compris qui redécouvrent malheureusement la faim. C'est-à-dire que dans cette puissance, qui est une des 7 puissances mondiales, plus grande puissance mondiale, aujourd'hui il y a des gens qui ont un nouveau faim. Et donc tout ça justifie pleinement ce rebond, ce plan de relance, de rebond, qui est certainement l'un, je ne dirais pas l'un, qui est le plus concret qui à ce jour a été présenté. Voilà. Merci.